On a un intérêt à aller sur les situations de travail et à aller sur l'organisationnel, parce que l'approche unitaire, une situation, un aménagement de poste, un aménagement d'horaire, fonctionne jusqu'à une certaine limite. Mais ne prend pas nécessairement toujours en compte l'intégralité de ce qu'est l'entreprise au-delà de la situation de travail. Je dis bien toujours, je féminise mon propos. D'où l'idée d'avoir des approches complémentaires. 15% de la population active, je serais tenté de dire, c'est on prend son rocher, on remonte au haut de la montagne, on recommence, à chaque personne, on reprend son rocher. Y compris économiquement, c'est pas tenable. L'objectif pour l'entreprise est d'intégrer, tel que nous on le conçoit, dans son organisation les impacts de la maladie, dans un bénéfice pour tous, avec l'atteinte des performances qui sont attendues. Ce qu'on essaye de faire quand on intervient en entreprise, dans les expérimentations qu'on a montées, c'est de se dire qu'on va identifier les situations de travail, on va analyser le travail, on va réfléchir à des process, je le développerai un peu après, dont les bénéficiaires ne vont pas être uniquement les personnes atteintes aujourd'hui de maladie ou alors qui sont aujourd'hui avec des pratiques addictives, mais tout ce boulot va être fait pour tous ceux qui potentiellement sont invisibles aujourd'hui ou qui seront demain dans ces situations. Et quelque part, c'est sécuriser les processus RH et sécuriser une flexibilité de l'organisation du travail qui permet, alors pas de répondre comme ça en claquant des doigts à chaque situation, mais qui donne des marges de manœuvre à l'entreprise aux autres endroits pour avancer là-dessus. La démarche projet est telle qu'on l'a donnée, ça permet plusieurs types de coordination et de mise en cohérence sur les questions de circulation d'informations. Je suis malade, je prends un traitement, je consomme. C'est quoi le circuit d'information dans mon entreprise qui me permet de savoir à qui je peux aller en parler, comment je peux être accueilli sans être stigmatisé. Des processus d'information sur les problématiques au sein de l'entreprise, ce qu'on ne voit quasiment pas aujourd'hui quand on intervient, en tout cas dans les structures dans lesquelles on a intervenu, ça n'est pas embryonnaire. C'est plutôt une réponse réglementaire, on renvoie sur un partenaire extérieur pour faire de la conduite. Un élargissement de l'éventail des améliorations à l'ensemble des salariés et, tel qu'on conçoit l'intervention de l'entreprise dans le réseau, c'est de se dire la mise en discussion des pistes d'action, mais la mise en discussion entre professionnels, au niveau des équipes, au niveau des situations de travail, au niveau des unités de travail. Les constats qu'on a, alors ça, je le reprends notamment de la concertation GT4, hein. On n'a pas inventé, on n'est pas là pour dire l'individuel c'est pas bon, c'est vraiment ça, c'est la parole des partenaires sociaux en particulier. Peu de travail sur l'organisation, prenant en considération les collectifs. Les aménagements sont techniques ou portent sur le temps de travail. Effectivement, c'est une réactivité et c'est efficace. Peur de l'entreprise d'avoir à remettre en cause son organisation et les conditions de travail des autres salariés. Là, on touche à du collectif, ça devient plus compliqué parce que ce n'est pas des process simples non plus de remettre en cause une organisation du travail. Parce que celui qui l'a pensé, il est intelligent. Et en particulier, dans les PME TPE, on a quand même aussi un peu une potence de celui qui a réfléchi à l'organisation. Très difficile de se défaire de quelque chose qu'on a créé. Les conditions de travail et les conditions de vie sont indissociables. On ne peut pas prendre en compte uniquement l'aspect privé ou l'aspect professionnel parce qu'on a les répercussions de l'un sur l'autre et inversement. On sait également que le maintien en emploi peut se faire, mais pas forcément dans la situation professionnelle antérieure. Avec une disparition très forte des postes doux, enfin appelés doux, qu'on a tous connus, qu'est-ce que je fais des personnes? Si je ne veux pas les exclure du monde professionnel, qu'est-ce que j'en fais? Comment je travaille ça en interne? Il y a un questionnement sur le travail, mais également un questionnement qui touche à l'intimité des personnes. Donc voilà, c'est le pendant à la maladie, c'est super intime, la consommation, c'est super intime, le traitement, les effets de certaines maladies, c'est super intime, quoi. On a une description de la déficience seule qui ne donne pas d'indication sur les conséquences réelles dans la vie au travail et hors travail. On peut très bien documenter la maladie, les effets des traitements, ça ne nous dit pas ce qu'il faut faire. On a une difficulté généralisée à faire un pronostic fiable sur les capacités à travailler du fait du manque de stabilité de la santé de la personne et de son état. Et les acteurs en présence dans l'entreprise qui ne sont pas des fonctions, mais qui sont des personnes particulières. Une fois qu'on a fait passer ce message, on a fait un grand pas.
Je ne suis pas l'opérateur sur cette machine, je suis monsieur un tel, madame un tel, qui a cette variabilité, qui a cette taille, comment on adapte un poste, et donc moi, avec cette maladie, avec ce traitement, avec cette consommation, je suis une personne spécifique, mais dans un collectif. Donc, comme on a essayé de passer d'une approche individuelle à une conduite de projet centré sur le travail, et centré sur le travail et favorable à tous, parce que quand on va bosser sur l'organisation, décrypter l'organisation, il y a un intérêt pour tout le monde, et je serais tenté de dire en particulier pour l'employeur. Nécessité d'avoir un référentiel commun sur les pathologies et les conséquences sur le travail. Alors, nos collègues au Nouvelle-Aquitaine ont bien documenté ça, il n'y a pas de souci, les médecins ont bien fait encore mieux bien avant nous. Nous, on l'a fait sur lien avec le travail. La connaissance des situations de travail, moi, pour avoir été dirigeant, en toute honnêteté, je ne savais pas exactement quelles étaient les situations de travail de tous mes salariés. Je savais ce qu'ils devaient faire, je savais en partie comment ils le faisaient, mais je n'avais pas une visibilité sur exactement quel était leur contexte organisationnel, leur contexte de travail. Quand bien même, j'avais mis en place une partie des choses. Il y a une nécessité d'avoir un minimum de connaissances communes dans l'entreprise sur le fonctionnement de l'homme au travail. Ce qui n'est très généralement pas du tout le cas. On a peut-être dans le meilleur des cas un ergonome, on a les IPRP qui peuvent nous accompagner, on a les services de santé au travail, les préventeurs, mais c'est des informations qui ne sont pas nécessairement intégrées par les entreprises. On a essayé d'aller sur la formation-action des décideurs de manière à les aider à avoir un nouveau regard sur leur propre entreprise. Et c'est excessivement déstabilisant pour un patron, pour un encadrant aussi. Là, d'un coup, on réalise que, en fait, on ne sait pas trop ce qu'on pilote. Et de fait, on ne sait pas nécessairement, en termes d'activité, activité de travail des personnes. Et, parce qu'on va découvrir toutes les régulations informelles qui peuvent se faire. Là, je suppose que vous avez une visibilité sur la théorie des régulations. On a les régulations de contrôle, c'est tous les travaux de Renaud Cassac. La régulation de contrôle. La régulation autonome qui va se faire, c'est ce que fait le collectif de travail pour maintenir la personne. Et là, en fait, ce qu'on leur propose, c'est d'aller sur la régulation conjointe. C'est-à-dire, voilà, l'employeur, le collectif de travail, les salariés, donc vous allez phosphorer ensemble, dans le cadre d'action collective, sur vos situations de travail, les moyens de les améliorer. Et en plus, on va peut-être même vous proposer de passer en division supérieure, parce que c'est ces mêmes salariés qui ont réfléchi à des organisations du travail différentes, qui vont poser les indicateurs pour évaluer si leurs propres actions sont bien ou pas bien. On n'a pas besoin d'un tiers extérieur pour le coup. Sauf dans certains niveaux techniques, bien sûr. Mais se dire, voilà, on se met en capacité, mais c'est juste la démarche QVT, c'est un peu plus pas, de se réfléchir nous-mêmes sur notre propre travail, et on va expérimenter ça, et ça va favoriser une prise de conscience du collectif au travers des observations de terrain, parce qu'ils vont se rendre compte aussi des contraintes de travail de leurs collègues, parce qu'ils ont participé à leur décryptage. Toujours sur le même registre, l'idée qu'on a derrière ça, c'est de donner à tous les salariés les moyens d'avoir une place dans le monde du travail et de rompre l'isolement. Alors on est très télétobiste quand on dit ça quelque part. Mais à l'arrivée, nous on dit quand même juste l'amélioration des conditions de travail et la performance économique de l'entreprise. Ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on parle de notre réseau, c'est que pas que les conditions de travail, on a deux objectifs. Il y a la performance derrière, on est paritaire. Avoir collectivement une meilleure connaissance des effets invisibles des pathologies, une meilleure prise en compte des effets dans la performance, et de donner aux managers de proximité, parce que généralement c'est eux qu'on refile le bébé toujours, des outils qui leur permettent de gérer collectivement ça. Essayer de démystifier les questions de santé par une information régulière et non stigmatisante, alors ça c'est vachement compliqué, parce qu'on a un rapport à la maladie de l'autre, qu'on va se regarder sur soi aussi quand même. Et le collègue qui a un cancer, ça peut être très très déstabilisant sur un collectif. Le collègue qui revient avec les effets secondaires de sa maladie ou de son traitement, c'est très déstabilisant. On va essayer de comprendre les différents paramètres des situations de travail et les variabilités. Alors on ne va pas faire tout le monde des ergonomes, mais au moins donner un minimum de connaissances, de considérer les impacts des pathologies comme toute autre variabilité. Une fois qu'on a fait ça, on a gagné. Imaginer les solutions de maintien durable en emploi et plus globalement, on améliore une politique de promotion de la santé et de qualité de vie au travail pour tous. Et comment on fait ça? Alors vous allez voir, c'est quelque chose que vous savez déjà faire. Enfin, je dirais le gros décalage qu'on fait, c'est sur l'approche qu'on avait autour de l'activité organisationnelle, avec de la sensibilisation classique, de l'engagement de la direction,
des représentants du personnel. Alors on a mené une étude pour le compte de la CFDT au niveau national sur le rôle des partenaires sociaux dans le cadre des maladies chroniques évolutives. On a quelques marges d'amélioration, de manière un peu euphémistique. Du partage de référentiels communs, donc le premier temps c'est l'identification des besoins et l'identification des problèmes que ça pose réellement dans l'entreprise. Du partage de référentiels communs par la formation de la direction, des IRT, des RH, des managers, le travail conjoint avec le médecin du travail, bien évidemment, l'élaboration d'un état des lieux, des pratiques, des circuits d'information, des actions mises en place, parce qu'on n'a pas été confronté seulement aujourd'hui à la question de la maladie ou de la conduite addictive, il y a des choses qui sont passées, on a fait des choses déjà. Donc on va regarder ce qu'on a déjà fait. De l'analyse des situations de travail par du groupe de travail, avec l'accord des salariés, par de l'analyse ergonomique, là on a des professionnels qui savent le faire en extérieur, très classique, de l'instruction, construction collective de solutions. Alors ça c'est pas toujours le cas. Donc ça c'est peut-être un des plus. De l'expérimentation de ces solutions et de l'évaluation embarquée. Alors ça on aurait pu mettre copyright and act. Et ce que je vous indiquais simplement, on a des constructions de plans d'action, de plans d'expérimentation portés par les salariés, qui vont eux-mêmes les évaluer, et si c'est bien, on peut le déployer, si c'est pas super bien, on peut l'améliorer, et aussi on peut avoir une très belle fausse bonne idée. Et auquel cas, ça nécessite, et c'est pour ça que le terme expérimentation chez nous n'est pas du tout neutre. Le terme expérimentation, pour nous, il dit deux choses, il dit droit à l'erreur. Le droit à l'erreur en entreprise aujourd'hui, c'est pas toujours ça. Il dit également principe de subsidiarité, parce que quand on va déléguer à un groupe de salariés la capacité à réfléchir à un plan d'expérimentation et surtout à l'évaluer, déjà c'est qu'on est quelqu'un d'éclairé. Et le secteur public est au même niveau que le secteur privé à ce niveau-là. Peut-être un petit peu plus en retard. On a des textes un peu plus contraignants. Tout ça, on le fait essentiellement avec et toujours une communication interne permanente tout au long du projet, parce que c'est pas de dire qu'on va lancer un projet sur la question du maintien d'emploi des collègues qui sont malades, mais se dire voilà où on en est, quels effets ça produit, qu'est-ce qu'on a produit et comment on va avancer là-dessus. Et j'ai oublié d'enlever les animations des prochaines diapositives, je déteste les animations. On a travaillé avec les fermiers landais. Alors je crois qu'on trouve sur le site de l'ANACT des témoignages et des vidéos des fermiers landais qui existent. Alors, les fermiers landais, ils portent bien leur nom, c'est des fermiers, ils font du canard, ils sont dans les Landes. Voilà. La maîtrise d'ouvrage, direction, responsable QSE, responsable RH, responsable de prod. Donc là, on a tapé à tous les niveaux. Les acteurs du projet, c'est cela. On a un chef de projet qui est autonome et responsable de sécurité, une équipe projet où on reprend l'intégralité des gens. Alors c'est une grosse interview. Les présenteurs extérieurs, en particulier les MSA, des groupes de travail avec des agents, avec des chefs de ligne, dans différentes unités de travail, et avec un groupe au niveau du CHSCT, et puis à l'arrivée en maîtrise d'œuvre, l'ARECT Aquitaine, c'était avant la fusion des régions. Le SAMED, d'autres acteurs de la prévention et un cabinet d'ergonomie. Alors là, je crois que j'ai 4 clics à faire. Oui, j'ai 4 clics à faire. Sur quoi ils ont travaillé les fermiers landais? Sur les circuits internes de signalement, de restriction d'aptitude, d'aménagement des postes, d'aménagement et de restriction dans les ateliers quand on avait des absences supérieures à 15 jours, des arrêts, des visites médicales et des prévisites. Quand on bosse sur ça, c'est qu'on a quand même du boulot. Les circuits externes, quelle est notre relation à la médecine du travail, quelle est notre relation au SAMED et quelle est notre relation au circuit de reconnaissance travailleurs handicapés. Alors la terminologie a peut-être évolué depuis. Pour les salariés, qu'est-ce que ça a pu générer? Une meilleure prise en charge. C'est eux qui le disent, c'est pas nous. Une meilleure visibilité en interne et en externe de qui ils sont, avec leur variabilité. Une prise de confiance, une meilleure reconnaissance, moins d'incertitude sur la capacité à réaliser son boulot et la capacité à perdre ou ne pas perdre son poste, parce qu'il n'y a même pas d'eux, et une compréhension des choix organisationnels par le collectif. Pourquoi est-ce que mon encadrant dit qu'aujourd'hui on va bosser comme ça et pas comme on faisait hier? Simplement parce qu'on a pris en compte la situation du collègue qui, lui, est dans une variabilité extrême. Ils ont bossé sur un des procès sur lesquels ils ont bossé, c'était les blues. Vous avez des gens qui avaient des gros problèmes articulaires. Et, alors je ne sais plus la maladie que c'était, mais en fait, à l'arrivée, ils se sont rendus compte que les blues étaient juste pourris pour tout le monde. Ils ont changé les blues.
Et ils ont fait ça sur plusieurs process internes. Ils ne se rendaient pas compte, parce qu'ils ne sont jamais allés regarder réellement. Ils ont fait une commande groupée, parce que je ne sais pas combien de centaines de milliers de producteurs de canard là-dedans, que c'était pas si mal de faire ça. Et pour l'entreprise, qu'est-ce que ça a pu générer? Une meilleure gestion de l'organisation au quotidien et moins de conséquences néfastes sur la performance. Donc on est bien sur notre lien, qualité de vie au travail, performance de l'entreprise, donc on était content. Une anticipation des problématiques de santé, parce que c'est pas parce qu'on a résolu le corps de quelques collègues que demain on n'en aura pas d'autres, parce qu'on a une meilleure détection, on va être sur une manière de fonctionner qui a été celle des TMS, qui a été celle des RPS, on a plus de détection, donc on aura plus de corps à traiter demain. Une rationalisation des circuits afin d'éviter la redondance ou les pertes d'informations, une meilleure connaissance des salariés, ce qui est plutôt pas mal, et une amélioration du dialogue social. Et là, on a touché, nous, notre Graal, qui est quand même le lien dialogue social, dialogue professionnel, l'air de rien, avec la performance, et tout le monde était content. Voilà. Juste pour aller plus loin, peut-être vous dire qu'on on a fait l'expérimentation, on a fait la capitalisation, là on est allé sur le transfert. Il y a le bilan du partenariat INCO-ANIN qui est accessible en ligne autour du cancer et des maladies chroniques. Pour ceux qui n'auraient pas envie de se bouffer tout le bilan, on a aussi sorti un 10 questions sur, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent la collection, sur les maladies chroniques. Donc, alors celui-là, on a été très étonnés parce qu'il a été très vite en rupture, on a dû en réimprimer. Et la version électronique est là aussi. On a deux types de formations, à la fois à destination des employeurs et à destination des consultants. Et toute fraîche, toute sortie des cartons, l'enquête de nos collègues au niveau des indépendants et des dirigeants de TPE en Nouvelle-Aquitaine. Alors, à La Réunion, nous on va bosser, on va faire bosser les collègues de La Réunion surtout sur la question des pratiques addictives, dans le partenariat qu'on aura avec l'emploi. Je lance l'appel à comment on pourrait dire ça, un recrutement. Il y aura un appel à recrutement d'entreprise, il y aura une invitation faite aux entreprises ou aux branches ou aux filières à s'intégrer dans ce projet. Sachant qu'un cluster, là je pars sous ton contrôle, Loïc, mais plus de 8 entreprises, ça fait un peu beaucoup animé. Voilà. 4 à 8 entreprises, c'est très bien, on ne sait pas si ce sera une filière, une branche, on ne sait pas, mais qui voudra venir viendra. Écoutez, je vous remercie. Et là, c'est faites-nous vos questions si vous voulez. C'est la fin de la semaine, donc c'est vrai que c'est pas évident pour lui d'avoir tenu une heure comme ça en direct. Alors il a déroulé les... 74 Comment 74 autres tests. Oui, oui, alors c'est le test d'addiction, alors on est tous addicts au travail. Mais c'est pas bien. Donc là on a déroulé toutes les diapos, ça vous avez pu vous exprimer, donc c'est le moment. Un moment consacré aux échanges, on a un quart d'heure, 20 minutes, et après on pourra continuer les échanges dehors autour d'un petit quelque chose à grignoter enfin. Et avec un petit questionnaire, je vous demanderai de remplir avant de partir pour savoir ce que vous avez pensé de la conférence. Donc, place aux échanges. Donc, il y a eu beaucoup d'informations. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Oui. Oui, juste. Alors, juste présentez-vous un petit peu avant. Je ne connais pas encore le tissu socio-économique, encore du territoire. Bonjour, Erwan Rabot, psychologue du travail au sein d'un cabinet de conseil en ressources humaines. J'aurais juste une question par rapport aux indicateurs pour l'évaluation de l'expérimentation qui a été faite sur l'entreprise avec les canards. Ouais. Pour les données de la performance économique, enfin, les données d'une meilleure efficience économique pour l'entreprise. Quels ont été les indicateurs reçus? Est-ce que c'était du déclaratif de la part des chefs d'entreprise où il y avait des indicateurs de suivi au niveau de la production et du chiffre d'affaires? On a été sur du déclaratif. Là, par contre, je pourrais poser la question à mes collègues en Nouvelle-Aquitaine. Je sais qu'on est sur des déclaratifs systématiquement sur la parole du salarié, sur la parole du chef d'entreprise. Derrière, est-ce qu'ils sont allés poser sur la durée de l'action l'efficacité et l'efficience? Je ne sais pas. Je ne peux pas voir, je préfère pas vous faire une réponse de norme.
Par contre, je vais me renseigner. Moi, c'est Saline Sautron, je suis à l'ONF. Je voulais savoir l'obligation de l'employeur sur les addictions. On va peut-être faire le lien avec On est sur l'addiction. L'obligation de l'employeur, il y a une obligation de santé et sécurité des salariés. Logiquement, on a des métiers pour lesquels on a la tolérance zéro, les métiers exposés au risque. Je pense que vous avez des délagueurs ou ce type de professionnels. Moi, j'en ai eu, c'était juste zéro. On a une obligation d'identification des risques professionnels classiques, j'ai envie de dire, et l'intégration dans le document unique. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on pilote plusieurs dossiers FACT sur l'amélioration des conditions de travail, et on a eu des échanges avec une avocate qui est dans les Coquilles, qui nous dit qu'aujourd'hui, les juridictions sont de plus en plus tatillonnes quand on a des graves accidents de travail, graves ou moins graves, avec des personnes qui ont consommé, sur les mesures mises en place par les employeurs. Là, ça devient quelque chose de très documenté en jurisprudence et les entreprises sont de plus en plus exposées. Alors nous, on est un peu embêtés sur la question de la réglementation, parce que ce n'est pas notre champ d'activité nécessairement. On est sur le corps classique aujourd'hui. Vincent Casaubon de l'ARS Océania. Pour continuer sur cette thématique, donc, on a vu dans votre diapo donc, éviter la répression et les sanctions sur ces maladies addictives. Donc en fait, en qualité de préventeur, quelles sont les solutions qui nous sont offertes en fait? éviter la répression. Se dire, nous quand on pose ça sur une diapo, comment je pourrais dire ça? C'est pas parce qu'une personne a consommé qu'il faut la foutre dehors tout de suite. Je caricature, hein, vraiment à l'extrême. Éviter la répression de la sanction systématique, en fait. C'est systématique. Si le seul mode de réponse à la consommation ou à la présence d'une personne fragilisée, c'est la répression ou l'application de la règle pure et dure, on n'aura pas fait avancer la situation. Si on est sur une prise de conscience, une prise en compte du pourquoi on va chercher la consommation, là, on commence à avancer dans le bon sens, mais en bossant nous, avec les collègues de la Fédération Addiction de l'Emport ou de la DITRA, eux nous disent maintenant, c'est eux les spécialistes en addicto, que la réponse unique par la sanction ne fonctionne pas. Les personnes sont exclues. Et on a un réflexe de plus en plus d'aller chercher le licenciement pour inaptitude. Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de structuration d'autres réponses. Qu'est-ce qu'on fait de la personne? Moi, je suis employeur, j'ai une personne qui consomme, je ne peux pas m'en satisfaire, je vais la rentrer dans un processus de sanction. Donc c'est pour ça qu'on se dit que la sanction et la répression, enfin, on le met sous ses intitulés, c'est pas la solution, parce que la personne, jusqu'au jour où on l'a chopé en train de consommer, c'était peut-être le bon collègue, le meilleur collègue, le plus productif. Moi, en tant que conseiller chef d'entreprise, un collègue très productif qui a un accident de parcours, j'aurais plutôt tendance à essayer de le garder. Mais à poser une réflexion sur pourquoi on consomme dans un cadre professionnel. Alors, il y avait une question là. Claudel Rossi, médecin du travail de la Poste. Avant de parler de... Je réagis à ce que vous venez de dire. En tant que médecin du travail, je préférerais un licenciement pour faute plutôt qu'un licenciement pour inaptitude chez un alcoolique. Un alcoolique, on va essayer de le soigner. Oui. Donc, moi, je ne suis pas prêt de faire une inaptitude pour un alcoolique chronique. Après, chacun son travail, l'employeur a ses responsabilités. Il y a un code du travail, concernant l'alcool aussi. C'est pas moi qui ferai appliquer le code du travail de ce côté-là. J'avais pas vraiment une question, j'aurais voulu juste porter un témoignage peut-être sur ça. Ce qui m'a intéressé dans votre after work, on apprend des mots tous les jours. C'était le maintien dans l'emploi, et c'est vrai que vous avez aggloméré deux situations très différentes à mon sens, c'est MCE et les addictions. Alors peut-être qu'il fallait agglomérer les choses, parce que peut-être à la sortie, il y a des ressemblances.
les addictions, c'est vrai que c'est un peu difficile, je le reconnais, dans toutes les entreprises. En termes de maintien dans l'emploi dans les maladies chroniques évolutives, je voudrais juste témoigner de ce qu'on peut faire à la Poste. Et je rejoins votre diapo sur la démarche, avec le point numéro 1 qui disait sensibilisation des... voilà, la sensibilisation et engagement des directions. Je m'arrête en engagement des directions, parce que bon, le représentant du personnel, on dirait que c'est acquis. Par définition, si la sensibilisation de la direction existe, je ne peux espérer qu'une chose, c'est que les CHSCT suivent. Si ça n'existe pas, on ne peut rien faire. Si ça existe, on peut faire. La Poste à La Réunion, c'est 2000 salariés à peu près. À l'heure actuelle, j'ai 10 ou 11 salariés en Inval 2 qui travaillent. Il doit y avoir une vingtaine d'Inval 2. Ceux qui sont en Inval 2 qui veulent rester dans l'entreprise, ils restent dans l'entreprise, en arrêt maladie. Je crois que c'est très très important et c'est une posture de l'entreprise de choisir cela. Oui. Y compris pour ceux qui ne peuvent plus travailler réellement, hein, ils n'ont pas d'obligation en Inval 2, mais qui souhaitent garder ce lien social avec l'entreprise. Et ça, je pense que c'est très bien. S'il n'y a pas un engagement de la direction, on ne peut pas le faire. J'ose pas dire que je ne sais même pas comment ça se passe au niveau national à la Poste, qui est quand même une entreprise qui a plus de 15 000 travailleurs handicapés. Je pense que c'est la plus grosse de France. Ça se passe de la même manière qu'ici. J'espère que c'est la même chose. Je n'ai pas les chiffres, alors je ne veux pas en parler, mais c'est quelque chose qui se développe. Ça fait 4 ans que je suis dans cette entreprise. Il y avait un Inval 2, on en est à 11, 4 ans après. Je n'ai fait qu'une inaptitude définitive en 4 ans. On reclasse tout le monde parce qu'on cherche les postes et on cherche à les vraiment aménager. Et y compris dans une démarche d'entreprise de dire cette position de travail-là, enfin, plutôt ce salarié-là ne prend pas une position de travail définie sur un organigramme, sur un planning, un objectif de personnel, mais qui sont en surnombre. Et ça, c'est très important. Là, je parle vraiment pour les Inval 2, pas pour les 15 000 RQTH. Et ça, si l'entreprise ne veut pas le faire, comment lui imposer? Après, quand elle est dans la démarche, ça roule. Là, ce que je n'ai pas précisé, c'est que les entreprises avec lesquelles on bosse, quelle que soit l'une des deux thématiques qui étaient traitées, sont uniquement volontaires. Et j'imagine très bien que bon, j'ai été dans d'autres entreprises plus petites, enfin au sein des services inter-entreprises auparavant, où effectivement, comme vous l'avez dit, les petites et moyennes entreprises, elles sont moins accessibles à ces démarches-là, et on peut largement le comprendre. Alors c'est à la fois ce que je vous dis, je voudrais donner un peu de l'optimisme pour les grosses entreprises, à condition d'arriver à les convaincre d'aller dans cette posture et dans ces engagements-là. Autant je reste pessimiste un petit peu pour toutes les autres. Ce sera beaucoup plus compliqué pour elles. Peut-être pour répondre au début de votre propos, pourquoi on a mixé les deux thématiques? Pour deux raisons. C'est que en fait, les deux entrées méthodologiques qu'on a sont les mêmes sur on va regarder les impacts sur le travail. La deuxième raison, qui est une raison, j'ai envie de dire, qui nous est imposée par les textes, c'est que l'action 2.7 du PST dit qu'à la sortie, il faut qu'on ait sorti une méthode commune sur les deux actions, la 2.7 et la 2.7. Bon, ça nous va bien parce que c'est les mêmes entrées méthodologiques. Non mais par contre, oui, je vous confirme qu'au niveau national, c'est la même manière de faire à la Poste. On a bossé avec la direction de relations sociales récemment, c'est la même chose. Oui, merci beaucoup pour votre témoignage. C'est vrai que on parlait de... Je vous donne la parole après, mais on parlait qu'est-ce qui peut obliger l'entreprise à engager cette démarche qui est un peu une démarche sociétale, alors qu'une entreprise privée, c'est la rentabilité avant tout. Donc là, c'est vraiment une question de débat sur qu'est-ce qu'on veut pour notre société de demain, quoi. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de bâton actuellement et c'est pas ce qui se décide du tout. Je voulais... D'autres questions derrière après. Ouais, c'était vous d'abord et après...
Bonjour, je suis Mylène Gigant, je suis responsable d'une agence service à la personne. Et on travaille en ce moment sur le projet FACT, maintien à domicile, qui est en cours dans le SAP. Le compte rendu sera fait l'année prochaine. Et c'est vrai que là, bon, ça rejoint un peu, mais c'est vrai que nous, c'est plutôt sur le physique. Les salariés sont vraiment, c'est des gestes qui sont répétitifs. C'est vraiment sur l'aspect physique, mental, on va dire, par rapport à là. Bon, il y a le police, il y a le cancer, il y a tout ça. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de cancer aussi chez nous, mais bon. Donc voilà, donc c'est juste pour préciser que bon, c'est en cours et que j'espère qu'on va avoir un bon compte rendu et que ça va les transmettre aux autres sociétés. Alors, avec une particularité vraiment dans le secteur des services à la personne, parce que j'ai dirigé une structure de service à la personne, c'est que autant chez l'employeur, on peut avoir un œil expert d'inspecteur du travail parce qu'il peut rentrer, autant il n'a pas le droit de rentrer au domicile. Donc les questions d'aménagement de poste, soit c'est la bonne volonté du particulier, soit c'est pas du tout. Donc ça, c'est la plus grosse problématique à laquelle on est rencontré, notamment sur comment on peut adapter l'organisation du travail d'une personne qui est atteinte de maladies chroniques. Si on n'a pas un particulier qui est ouvert, c'est juste pas possible. Là, c'est le point obscur. Sophie Panamano, je suis psychologue du travail. Je voulais intervenir aussi par rapport à la question de la temporalité. Donc, c'est vrai que je ne vais pas retrouver forcément dans le processus, mais il me semble que le maintien d'emploi interroge justement ce rapport au temps, dans le sens où l'acceptation de la maladie, l'acceptation de ces défaillances ou de ces limitations dans le travail ne va pas forcément avec le temps de l'entreprise. Et parfois ce maintien-là, il est toujours difficile à faire sur ce temps. Et la question de l'intimité aussi interpelle beaucoup. Et je me demandais comment finalement, alors dans les grandes entreprises où les relais sont déjà faits, où ici il y a déjà un réseau d'intervenants médico-sociaux, c'est déjà plus facile, mais sur les TPE, PME, cette question de l'intimité, elle est importante parce que à essayer d'avoir des informations sur la situation, vous disiez que la vie privée est indissociable de la vie au travail, du coup, ça peut être très très intrusif d'une certaine manière. Là, on le pose simplement comme un constat, mais on ne va pas aller chercher l'information sur la personne ou sa situation individuelle. On est vraiment sur l'entrée sur le travail. Là, pour le coup, ouais. Moi, j'aurais jamais vocation à toucher à l'intimité de la personne, et quand je suis en entreprise, de savoir qui consomme ou pas. On m'expose une situation de travail qui peut être dégradée, et j'aurais pas vocation à vouloir savoir qui et quoi. Je suis pas médecin. Oui. De fait, donc je n'irai pas toucher. Mais l'entreprise elle-même peut avoir besoin d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Et voilà, c'est par rapport à l'aménagement ou au suivi, ça peut être un petit peu limitatif. Ça peut être limitatif, là pour le coup, il y a des acteurs relais qui sont des acteurs externes. C'est ça. Donc là, on est là-dessus et on est. Mais toutes les entreprises ne sont pas égales par rapport à ça. Ouais. Et surtout les plus petites. Alors, Emmanuel Souffrin, je suis aussi consultant et je fais aussi partie du réseau SAOME, qui est le réseau Santé Addiction Outre-mer, dans lequel on travaille, etc. C'est vrai que c'est moi, sur la question des addictions, en entreprise, on n'a rien quasiment. C'est vraiment sur une espèce de point noir total, et ça se discute plutôt en face à face, voilà, à la fin des réunions, plutôt qu'au moment où on expose des situations. Moi, ce qui me semble intéressant, ce que je retiens dans ce que vous avez dit, c'est plutôt l'approche collective qui permet justement de faire un peu bouger les choses, même si elle est de fait un peu compliquée, elle n'empêche pas de faire des entretiens individuels, de poser la question individuelle, mais la gestion un peu collective à l'intérieur de l'entreprise, elle est nécessaire. C'est souvent difficile dans les TPE, ici on est quand même à 80% de TPE à la Réunion, donc c'est encore un peu plus compliqué, mais
en dehors de l'action collective à l'intérieur du travail, c'est le collectif d'intervention sur l'entreprise qui doit être aussi posé. Parce que si cette question du privé et enfin, de la vie familiale et de la vie professionnelle, voilà, elle se percute constamment, elle ne peut pas être résolue uniquement par l'intervention, même si elle s'appelle à acte ou consultant, etc. Donc c'est vrai que cette combinaison d'intervenants, elle est assez difficile. Ce qui moi m'étonne un peu dans ce que vous avez présenté dans la discussion, c'est qu'on ne parle que des addictions visibles. Alors que vous avez dit qu'on est sur 80% des addictions invisibles. Des maladies chroniques invisibles. Oui, mais maladie ou addiction. Maladie. Ah, d'accord. Mais même 80% des maladies chroniques qui sont dans l'invisibilité. Oui. Après, ce que j'indiquais, c'est qu'en revanche, quand on a une personne qui consomme et qu'on repère, on n'a pas repéré tous ceux qu'on n'a pas repérés. On est d'accord. Et vous savez quelle est la principale addiction aujourd'hui? La plus grande addiction au niveau international, d'accord? C'est l'écran. Oui. C'est-à-dire que les téléphones, les ordinateurs, etc., c'est quand même ceux qui font baisser de 5 à 10% la productivité mondiale. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est assez difficile d'intervenir là-dessus, parce qu'on ne peut pas sortir sans son portable. Donc, comme on ne peut pas sortir. J'étais en mode panique hier, parce que j'ai perdu le réseau sur mes deux portables. Donc, voilà, donc je pense que c'est à rajouter quelque part. Alors, on a une mission qui va s'engager avec le service des douanes sur les agents des douanes qui sont en surveillance, parce que eux, dans leur véhicule, ils sont pas d'alcool, mais ils ont les ordinateurs, ils ont leur téléphone, ils sont addicts aux écrans et addicts aux jeux. Et donc là, on a ça, et ils ont une addiction aussi à la bouffe maintenant. On va dire très rapidement. C'est le constat d'une assistante sociale qui dit on est très embêtés parce qu'on fait rentrer des gars en pleine forme, bien baraqués, on les met en surveillance, ils ont leur téléphone, ils poireautent, ils grignotent, et au bout de 3 ans, on a les obèses. Après, ils n'ont plus dans les voitures. Oui, et c'est un peu ça. Moi, j'ai entendu ça la première chose, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Ça avait été confirmé derrière. Donc, on a une action qui, dans le cadre du partenariat avec l'emploi, qui va se mettre en œuvre, a priori, avec la direction des douanes dans le Pas-de-Calais. C'est pas la réunion, je suis désolé. Oh, bah ici, vous pouvez aussi. On peut généraliser là. Mais c'est vrai que l'usager, il est collectif. Donc c'est ça qui est quand même tout à fait intéressant, c'est qu'il est collectif. Il y avait d'autres personnes qui souhaitaient intervenir, poser des questions, témoignages. Bonsoir, Emmanuelle Pignolet, responsable de projet chez Cap Emploi. Je suis également psychologue du travail. Et je voulais juste insister sur la reconnaissance de la qualité en qualité de travailleur handicapé pour ces personnes, puisque souvent un malade alcoolique, il ne va pas forcément se dire je suis handicapé, je bois, mais je ne suis pas forcément handicapé. Mais la reconnaissance aujourd'hui permet quand même de le protéger avec cette loi 2005. Et on peut aussi donc intervenir en tant qu'organisme de maintien à l'emploi. On peut accompagner également l'entreprise et l'entreprise donc peut s'appuyer sur certains dispositifs qui seront bien sûr sans coût. Voilà. Donc Cap Emploi accompagne les salariés en situation de handicap, mais accompagne également les entreprises. Nous, on a eu un étonnement sur ces deux projets, c'est qu'on a beaucoup de personnes malades, beaucoup de personnes qui consomment, qui ne vont pas chercher leur reconnaissance. La majorité. Alors, défaut de circuit d'information, défaut de volonté de ne pas être estampillé, refus de reconnaître son état, mais on a énormément de personnes qui vont sortir des radars à ce niveau-là. Mais pour répondre en sans écho à ce que disait la personne précédente, nous, on est volontaires sur les approches pluriprofessionnelles sur ces questions-là. On ne sait pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement, de toute façon, je pense. Merci, j'apprends quelque chose. Je ne savais pas que l'alcoolisme chronique pouvait permettre la RQTH.
peut-être qu'on orientera les gens, mais est-ce que c'est le plus important d'être reconnu RQTH quand on est alcoolique avant une prise en charge? En tout cas, ça permet de protéger, et ça permet les aménagements dans l'entreprise, et ça permet un appui à l'employeur. J'ai une vision de la RQTH peut-être un petit peu spéciale, ou alors de mon travail en général, c'est que pour un aménagement de poste, il n'y a pas besoin d'avoir une RQTH, quelle que soit la pathologie. Le conseil est gratuit en tout cas, l'intervention est gratuite. Si l'aménagement de poste n'a pas de nécessité de fournir du matériel coûteux, par exemple des aménagements techniques, évidemment, la reconnaissance ne sert pas forcément à grand-chose. Par contre, s'il faut des aménagements de poste techniques, évidemment, il faut l'avoir, pour avoir les financements. Ça, on est d'accord. J'ai appris qu'on pouvait être reconnu RQTH, mais j'espère que, bon, d'autant que la RQTH, c'est 2 ans, 3 ans, parfois 5, jamais plus de 5, et à renouveler s'il faut. Donc c'est quelque chose de temporaire de toute façon. Ça peut avoir du sens. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est l'accompagnement. Ce qui peut être intéressant, c'est l'accompagnement d'un psychologue du travail, que ce soit avec Cap Emploi ou ailleurs, pour aider le collectif. Parce qu'on pourrait presque identifier cela à un travailleur handicapé psychique, où il faut accompagner l'équipe qui va devoir travailler avec cette personne. Donc que ce soit une personne qui soit bipolaire, que ce soit une personne qui soit alcoolique ou autre, il va falloir aider l'équipe à travailler ensemble. Et là, on peut avoir un accompagnement intéressant. Oui, excusez-moi, on peut dire à la fin qui vous êtes. Oui, Magali Magan, à Australie. D'accord. Ah oui, Corinne, vous avez remarqué que j'avais oublié l'essentiel, c'est qu'on va mettre les diapositives à votre disposition, bien évidemment. Oui, oui, bien entendu. Et ça, je le fais avec tous mes étudiants quand je donne des cours, je dis qu'à la fin. Et oui. Je pourrais dire, je suis très mal placé pour parler de ça. On avait compris avec des écrans. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux dernières interventions? Puis après, je vous propose de continuer les échanges sur la terrasse. Oui. Alexandra Fontaine, animatrice de prévention à l'ANPA, justement. Voilà, bon, moi personnellement, notre équipe a une certaine expérience au niveau de l'intervention en milieu professionnel, justement, sur la formation. Alors, souvent, on fait appel à nous aussi concernant la gestion de crise, à savoir qu'on ne vise pas seulement toutes les personnes qui sont déjà dans l'addiction, mais qui sont déjà dans l'usage abusif, qui nécessitent aussi une prise en charge, déjà au niveau de l'équipe, au niveau du travail, la bienveillance, parce que le comportement va aussi avoir un impact sur les collègues. Voilà, donc on est déjà dans cette démarche. Et ensuite, bon, je ne sais pas si c'est bienvenu aujourd'hui, là, tout de suite, nous mettons en place une formation qui est gratuite. C'est bienvenu. Sur le repérage précoce et l'intervention brève. Voilà, donc on vise toutes les professions médicales. On a encore la place. Donc avant de commencer à mettre en place ces formations d'entreprise, on aimerait bien vous inviter là, ces formations qui vont s'ouvrir bientôt là. Non seulement c'est bienvenu, mais je vais exceptionner pour la semaine polichinelle, la question du repérage précoce est intégrée dans la méthodologie qu'on met en place, qu'on a mise en place avec vos collègues au niveau national et qui nous sert de corps d'intervention commun. Donc en fait, on va aller sur un travail d'hybridation des deux méthodologies. Voilà. Et en attendant l'introduction. Et allez à la formation de l'emploi. Effectivement, on va signer un partenariat donc, au mois de novembre, je pense, entre l'ALPA et la REC de Réunion pour travailler ensemble. En fait, plus on est nombreux à travailler sur On est en train de changer les dernières virgules de l'accord cadre qu'on a au national. On a des réunions de travail programmées, on était à Odile Lecoq ce matin, donc les choses avancent. Très bien. Voilà, donc plus on est nombreux à travailler sur ce sujet, plus vite ça ira. Donc effectivement, on va demander à des entreprises de rejoindre le programme. Donc il y aura 6 à 10 entreprises et puis après, il faut essaimer bien sûr le plus possible.
Mais plus on en parlera, plus on sensibilisera, plus on pourra avancer sur ce sujet. Donc au niveau de notre conseil d'administration, on a les employeurs et les salariés, donc ils vont relayer aussi l'information. Et puis c'est un début, hein, ça va se jouer sur plusieurs mois, plusieurs années. Le cluster, c'est entre... les plus rapides que j'ai vus dans le secteur hospitalier, mais vraiment on avait des bêtes de concours avec nous, c'était 8 mois. Et, tout le monde est allé à la cravache. Sinon, il faut qu'on dit ça doucement. Enfin, il y a quand même du gros boulot d'acculturation, il y a du temps de travail en collectif, on a fait de l'apport méthodologique aux entreprises, l'apport ANAC et l'apport encore, du travail individuel tout seul comme des grands des entreprises parce qu'on les a un peu outillés, de l'appui individuel, et puis on a 5 temps collectifs avec les entreprises, donc ça prend quand même du temps en termes de disponibilité et d'engagement. Donc les actions, les plans d'action mis en place, et commencer à rendre du jus pour aller les évaluer. Voilà, il y a pas mal de... Il y a du monde, elle n'a pas encore parlé, Juliette Brice, psychologue du travail. Je voulais juste savoir la place du workaholisme en fait, parmi les autres addictions. Est-ce que c'est pas encore un peu tabou dans la prise en charge de cette addiction, comme d'autres addictions dans les entreprises? On regarde des tableaux cliniques, on regarde... Donc je pense que ça n'existe pas. Non, je ne dis que ça n'existait pas, mais quelle est la place quand on parle en termes d'addiction comme une autre? Est-ce que c'est considéré? On parle... Mais je ne sais pas, justement. Je sais pas. Nous, on le prend en compte parce qu'à l'arrivée, on a quand même des effets délétères sur les personnes et sur les organisations. On a quand même quelques petits burn-out à l'arrivée. Et c'est peut-être la pathologie par laquelle on aura une porte d'entrée dans les entreprises parce que généralement, c'est les bons. C'est les très bons. Et pour le coup, là, c'est peut-être notre cheval de Troie pour faire tomber un tabou. Et avoir, comme les addictions sur substance, quand on a travaillé avec le ministère des Finances, avec la direction de la prévention, on leur dit on va bosser sur les addictions. On regardait comme ça, ils disent on va commencer par travailler sur les écrans. Et le secteur du transport nous a fait la même réponse. Et avec cette logique de, voilà. Et travailler sur le workaholisme, aujourd'hui, on n'a pas eu de demande, telle quelle. On va travailler sur la surcharge de travail, les gens qui sont à RPS, on va rentrer par les portes détournées, mais sans affronter la question en tant que telle. Parce que là, c'est une responsabilité de l'employeur. Quand tu laisses ton salarié bosser à 24, alors il y a quelques boîtes qui ont commencé à se poser des questions comme ça. Je crois que c'est Oracle à l'époque qui avait bloqué les serveurs entre telle heure et telle heure. On ne pouvait plus s'écrire. Oracle, la boîte de matériel informatique. Et à partir de, je ne sais plus quelle heure, 20h jusqu'à le lendemain, 6h du matin, plus possible d'envoyer un mail, de tous recevoir un mail. Ça, c'est de la prévention primaire pour moi. On est vraiment dans le... un peu après. Mais bon, après, je vais sur les trucs d'horaire, c'est pas bête. C'est la même chose? C'est le workaholic. Pas alcoolique. Qui n'est pas workaholic? Aussi. Je vous propose de terminer cet échange et puis on peut continuer à côté. Merci beaucoup à votre participation. Merci beaucoup de l'accueil. Merci à Bastien. Qui connaît les critères de reconnaissance? C'est le médecin. Les critères de reconnaissance déjà pour une